Bonjour, je m'appelle Éric Boiset, je suis adhérent à l'UPR depuis début 2008. Ça fait donc 12 ans que je défends les idées de l'UPR, je dis bien les idées, et que je le fais donc avec conviction, avec constance, et que je le fais non pas par ambition, mais tout simplement parce que je crois en ces idées, comme la plupart des adhérents de l'UPR. J'ai été candidat plusieurs fois pour l'UPR, 2 fois en mon nom propre, sinon sur des listes. J'ai collé des affiches dans ma région, à Nice, dans l'arrière-pays, et dans des petits villages complètement isolés. Voilà, enfin, j'ai fait ce que tous les militants enfin ce que beaucoup de militants de l'UPR ont fait sans compter mon temps, ni même bien souvent mes dépenses. Voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai décidé donc de signer un courrier qui a été signé par les 2/3 du bureau national et les 3/4 des délégués régionaux. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai décidé de signer, d'envoyer ce courrier dont je suis pour une part à l'origine. Et si je l'ai fait, c'est parce que il y avait un certain nombre d'informations potentiellement très gênantes qui circulaient depuis déjà plusieurs mois à l'intérieur, mais aussi déjà à l'extérieur de l'UPR, et que cette situation ne pouvait pas durer. Aussi bien François Asselineau que l'UPR pouvaient en fait exploser en vol à tout moment, et il fallait faire quelque chose. Et ça, tous les signataires de la lettre l'ont bien compris. Suite à l'envoi de notre lettre à François Asselineau, il y a eu une fuite donc, dans le journal Le Figaro, laquelle fuite a été reprise par d'autres médias. Il faut bien croire que cette fuite, elle ne vient pas des signataires de la lettre. Nous, ce que nous voulions, c'était régler le problème en interne et le plus rapidement possible. Voilà. Alors maintenant, suite à cette fuite, qui maintenant peut être instrumentalisée de toutes les façons possibles, François Asselineau a décidé de s'exprimer sur le site et sur la chaîne télé de l'UPR, mais aussi dans les médias. Donc forcément, nous ne pouvons pas rester silencieux, d'autant plus que nous sommes traités de complotistes. Nous ne serions qu'une poignée d'ambitieux, de gens qui sont rancuniers ou d'autres choses comme ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, afin d'expliquer à nos adhérents et à nos sympathisants qu'il faut qu'ils prennent le temps de regarder calmement les choses et d'essayer de comprendre ce qui a réellement pu se passer. Alors voilà, maintenant je vais laisser Charles-Henri Gallois répondre point par point à François Asselineau et notamment à sa vidéo particulièrement injurieuse. Bonjour à tous, je voulais revenir sur la vidéo que François Asselineau a faite parce que je l'ai trouvée, et d'ailleurs c'est le cas de tous les signataires, d'une agressivité complètement folle vis-à-vis des signataires et avec de nombreuses erreurs factuelles sur lesquelles je vous propose de revenir. Déjà dès le début, il nous explique qu'il y aurait une petite partie du BN et quelques cadres qui se seraient ralliés. Non, la réalité c'est qu'il y a les 2/3 du BN et les 3/4 des cadres qui ont signé cette lettre. Il y a même les 7 premières têtes de liste sur 8 aux élections européennes qui ont signé cette lettre. Donc moi, je ne vais pas vous faire... je vais pas être indigent et vous faire la liste entière des 38 noms. Et en l'occurrence, ce n'est pas une trentaine comme il disait, c'est bien 38 noms.
Et une deuxième erreur déjà dès le début de la vidéo, c'est qu'il nous dit qu'on aurait exigé sa démission, voire appelé à la destitution. Ça, encore une fois, quand on détourne les mots et quand on triture les mots et qu'on cherche à manipuler les mots et les faits à changer leur sens, on fait dire ce qu'on veut. La réalité, c'est que si on regarde la lettre, il est uniquement question d'une demande d'explication qui, selon nous, d'après les éléments que nous détenons, devrait amener à une démission. Mais déjà, ce n'est pas une exigence de la démission parce que le BN ne peut pas exiger une démission. C'est juste un jugement. Un autre point assez méprisant dès le début, ça serait le BN qui serait inconnu du grand public et des adhérents, alors qu'à l'intérieur justement des gens du BN, il y a notamment de nombreux délégués régionaux qui sont proches du terrain et proches des militants. Donc ça montre un mépris total pour les instances et justement les militants de terrain, parce que tous les DR ont été militants de terrain, sont tous des adhérents de longue date, et ça montre un certain mépris justement pour les instances et pour les cadres de l'UPR. Ensuite, il faut aller vraiment sur le fond. Je disais, il y a deux choses dedans en fait, il y a le fond et la forme. Sur la forme, il y avait un espèce de mélange entre le droit et la politique, enfin l'impression d'avoir une espèce de cours de droit associatif, et en plus quand on regarde justement les éléments qui ont été apportés, le plus drôle c'est que la plupart du temps ils sont faux, et que question viol des statuts, je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est au contraire lui sur cette vidéo qui se moque honnêtement des adhérents et des statuts. Les statuts par exemple n'expliquent pas du tout, c'est pas du tout marqué, il n'y a pas de modalité, que c'est uniquement le secrétaire général ou le président qui peuvent convoquer un bureau national. Les modalités ne sont pas du tout définies, donc c'est encore une interprétation totale, et de dire on a toujours fait comme ça n'a jamais été un argument juridique. Et il y a aussi, encore une fois, une interprétation mensongère et détournée de la lettre. Quand on manipule les mots, on peut faire dire exactement ce qu'on veut. De dire que le bureau national aurait appelé à la destitution et donc violerait les statuts, c'est faux, parce qu'encore une fois, déjà, évidemment, la destitution n'existe pas dans les statuts, mais c'est pas ce qu'il y a marqué dans la lettre. Donc effectivement, moi je peux faire dire autre chose à ce qu'il a dit et dire que c'est faux. C'est une méthode sophiste, mais ça n'en fait aucun cas un argument ni un viol des statuts. En revanche, quand on parle justement de viol des statuts, on peut dire que c'est tout le contraire. Parce que si on regarde les statuts, par exemple, le bureau national doit se réunir au minimum une fois par mois. Ça n'a jamais été fait, donc viol des statuts. Je rappelle aussi quand même, et ce n'est pas anodin, et surtout on est dans l'inversion accusatoire, puisque au contraire, justement, c'est le président donc via l'UPR a été condamné justement pour exclusion de membres, contrairement au statut, a été condamné par la justice. Donc c'est assez dingue de nous faire la leçon et expliquer qu'on violerait les statuts sur des éléments complètement faux quand on fait ça. Un autre point sur les statuts qui sont à minima bafoués, si on ne dit pas violés, c'est justement le fait d'annoncer directement une date du congrès et en plus un renfort de grands coups de communiqué de presse. Donc si on est dans le délire de la théorie du complot, on dirait oui, regardez comme la presse l'a annoncé, ils sont avec eux, ça n'a aucun sens, nous on ne rentre pas dans ces délires-là. Et quand on regarde justement, quand on doit convoquer un congrès, logiquement on doit avoir l'aval du Conseil national 30 jours avant, donc il est encore possible de le faire légalement, mais c'est bizarre comme méthode, comme la date normalement doit être fixée par le Conseil national, d'annoncer une date sans avoir consulté le Conseil national en avant. Donc voilà, encore une fois, là, on est très loin du respect des statuts, et ça c'est dingue d'accuser les autres de ne pas respecter les statuts. Il y a des comparaisons qui n'ont aucun sens. Comparer avec des ministres, les membres du BN, ça n'a absolument rien à voir. Les membres du BN sont élus évidemment sur la liste du président, mais ils sont aussi élus. Les ministres ne sont pas du tout élus, ils sont nommés, donc ça n'a absolument rien à voir. Et après, là, on rentre dans certainement le pire. Tout le reste n'était que théorie du complot et affirmation de faits absolument sans preuve. Il parle d'officine extérieure. Là aussi, est-ce qu'il y a une preuve ou quelque chose? Non, pas du tout. Et en tout cas, le Bureau national, non, ne s'appuie pas sur une officine extérieure. C'est absolument ridicule. Il y a aussi la théorie du complot, de dire que le Bureau national chercherait depuis plusieurs mois à l'évincer. C'est absolument ridicule quand on connaît le début de la démarche. C'est Éric Boisé, que vous avez vu auparavant en vidéo, qui, à peine quelques semaines, a pris l'initiative justement de contacter les cadres pour faire cette lettre de sauvegarde de l'UPR. Et il a fait ça au moment où les fameux Asselineaux Leaks
ont été mis en ligne. Donc c'est il y a quelques semaines, c'est pas vu il y a des mois et encore moins en 2018. Donc on est dans une théorie du complot absolument ridicule. Et encore une fois, ce sont des faits qui sont annoncés sans la moindre preuve. Encore une autre accusation sans la moindre preuve, c'est de dire que ça serait les signataires, ou du moins le Bureau national, qui aurait transmis aux médias la lettre qui a été envoyée à François Asselineau. Là encore, absolument aucune preuve. Je rappelle d'ailleurs que ceux qui étaient en copie de cette lettre, il n'y avait pas seulement des signataires, il y avait le Bureau national non signataire et les délégués régionaux non signataires. Donc peut-être qu'il a une boule de cristal pour savoir qui l'a envoyé. Moi, j'en ai pas, donc quand je ne sais pas, j'évite d'affirmer des choses quand je ne le sais pas et d'affirmer des mensonges. Et surtout, c'est pas du tout la démarche qui a été envoyée. La démarche était au contraire de le régler justement tout en interne. Et je note d'ailleurs que le Bureau national n'a fait que de la communication interne. Et cette vidéo est exactement la première réaction, puisque François Asselineau s'est permis lui-même de faire une vidéo publique et d'attaquer, voire de salir les gens qui auraient signé cette lettre. Donc nous, on a toujours été dans une démarche interne, on ne peut pas dire que ce soit le cas des autres. Parler de violation des statuts et de la loi, là aussi, c'est absolument ridicule, parce qu'on n'a jamais été dans une démarche juridique. Le Bureau national n'a jamais dit qu'il était la justice, on a juste dit qu'on avait des éléments tangibles, dont le président d'ailleurs lui-même, que ce soit dans sa lettre où il dit que ce sont des correspondances privées sorties de son contexte, ou dans sa vidéo, quand il parle de violation du secret des correspondances. Nous, on n'a rien violé du tout. D'ailleurs, on condamne le fait que ces éléments ont été mis sur la place publique parce que c'est illégal, mais on n'en avance pas moins que ces éléments, même lui a confirmé qu'ils étaient vrais. Et à la base de ces éléments-là, on s'est dit, on a pris l'initiative que justement les signataires devaient réagir pour sauver l'UPR, parce qu'il nous paraît que ces éléments-là, et à partir du moment où ils ont été mis sur la place publique, on sait très bien que des adversaires politiques et autres les ont. Et si on ne fait pas cette démarche justement pour sauver l'honneur de l'UPR, je vous le dis tout de suite, c'est amener tout le monde, parce que ces éléments-là, on sait que des adversaires politiques les ont à partir du moment où ça a été public, et c'est vraiment être naïf de croire qu'ils ne vont pas les utiliser. Et en fait, concrètement, l'idée, nous, c'est une démarche de sauvegarde de l'UPR, et continuer dans cette voie alors que ces éléments-là existent, c'est amener tout le monde au suicide collectif en 2022. Donc on n'est plus du tout sur un projet de Frexit ou d'UPR, c'est une espèce de quête personnelle et de continuer une fuite en avant, et que c'est exactement ce qu'on dit. Pareil d'ailleurs aussi, quand il parle de violation de la présomption d'innocence, comme je l'ai dit, le Bureau national n'a jamais considéré qu'il était la justice. Et donc, c'est pas à nous de juger ni de condamner. D'ailleurs, ça n'a jamais été la démarche. La démarche du Bureau national a été de demander une explication interne, encore une fois. Mais voilà, l'explication, on l'attend toujours. Et d'ailleurs, on voit bien sur cette vidéo, il répond, comme je disais, à un mélange de juridisme et de droit, mais il y a absolument zéro réponse sur le fond. Il y a plein de questions qui ne sont pas répondues. C'est encore pire que ça, parce que le 30 avril, enfin premièrement le 28 et après le 30 avril, on avait encore réitéré une demande d'explication au président de l'UPR. La réalité, c'est que visiblement, ils ne veulent pas s'expliquer, parce que la réunion qui était proposée après le 11 mai n'a pas de sens. On ne sait pas jusqu'à quand on réunit le confinement, on ne sait pas si les réunions à 30 personnes et lesquelles seront autorisées. Et à partir du moment où ces éléments ont été mis sur la place publique, ça exige une réponse rapide. C'est bien pour ça que les membres, les signataires de cette lettre et les membres du Bureau national en l'occurrence, ont demandé une explication rapide. Et les éléments, les arguments donnés de connexion ou de confidentialité ne tiennent absolument pas, puisque la connexion, quand on fait des vidéos UPR TV, quand on fait des Facebook, direct Facebook Putsch, on ne peut pas parler de problème de connexion. Et pour ce qui est de la sécurité et la confidentialité, bien sûr, c'est important. D'ailleurs, le Bureau national proposait un salon sécurisé pour ça. Et quand on envoie de toute façon tous ces mails avec une adresse Gmail, on ne peut pas parler de sécurité et de confidentialité. Au bout d'un moment, on a l'impression que c'est juste, dans un premier temps, pour gagner du temps. Et là, en annonçant le congrès, c'est très clair. Ça se présente pas du tout comme un exercice démocratique, mais ça se présente comme un coup de force. Et finalement, c'est une façon de ne pas s'expliquer du tout et de ne pas donner justement les éléments au Bureau national pour pouvoir juger en pièces. C'est vraiment, je ne veux pas d'explication, je passe en force. Et qu'on ne parle pas d'exercice démocratique, puisque normalement, même dans les statuts, quand vous avez la démission, par exemple, du président de l'UPR, c'est l'article 13 des statuts, le congrès est convoqué de 90 à 120 jours après. Là, on parle d'une convocation en un mois qui ne laisse évidemment pas le temps de faire campagne, a fortiori en pleine période de Covid-19. Donc on ne parle pas de démocratie, c'est un espèce de plébiscite
pour éviter toute explication. Et c'est rien de plus ni moins que ça. Et enfin, la partie qui, moi, j'ai trouvé la plus indigne, c'est l'attaque en règle des signataires, qu'il appelle de manière insultante conjurée, alors qu'encore une fois, ça n'a jamais été la démarche. Il n'y a pas eu, comme il a dit, de répartition de postes, etc. avant. L'idée a juste été de sauver l'UPR. Et d'ailleurs, là-dedans, il y avait des arguments complètement délirants. S'ils étaient ambitieux, ils parlaient même, justement, regardez, ils sont ambitieux, mais ils ne se sont pas présentés au municipal. L'argument complètement bidon. D'ailleurs, parmi les membres du BN non signataires, aucun ne s'est présenté au municipal sous étiquette UPR, et le président non plus. Et voilà, pour la période ambition et opportunisme, c'est tellement indigne en fait que tous les signataires ont été profondément choqués par ça. Déjà, si on était opportuniste, je vous le dis tout de suite, on ne serait pas l'UPR, puisque l'UPR est un parti qui a 1%, qui ne donne pas de place d'élu. Donc c'est profondément indécent de dire ça. Tous les gens qui sont justement à l'UPR, à commencer par les signataires, c'est des gens qui sont là par conviction, sans rien attendre en retour, et qui ont dépensé en temps et en argent depuis des années. Je rappelle que l'année moyenne d'adhésion des signataires, c'est 2014. Ça veut dire que ça fait 6 ans que ces gens-là militent pour l'UPR, et d'oser dire que ce serait une espèce d'infiltré de déstabilisation, qu'est-ce que c'est minable. Celui qui a lancé la démarche dont je parlais tout à l'heure, Éric Boisé, il est adhérent depuis début 2008. On a Nicolas Martin, Vincent Brousseau, conseiller cette tête, qui sont adhérents depuis 2010. Moi-même, je suis adhérent depuis 2012. Ça fait 8 ans que je me bats pour des convictions et pas pour des places, contrairement à ce qu'il dit. Et il y en a d'autres, Alain Parizeau, pareil, depuis 2012. Donc, c'est tellement minable, en fait, comme attaque à Béatrice Hénoux aussi, qui est adhérente depuis 2011. Donc voilà, franchement, on était profondément choqués par ça, et c'était un espèce de dégueulis absolument ignoble. Et puis comme je sais très bien qu'il cherche à m'attaquer, je vous rassure tout de suite, moi j'ai un métier, je ne suis pas rémunéré par l'UPR, j'ai jamais voulu faire de carrière en politique, je n'ai jamais été là ni pour les places ni pour les postes. Et donc c'est pour ça que cette accusation, elle est complètement indigne, elle fait penser à la tactique un petit peu, vous savez, de Pasqua, des contre-feux, et de créer une affaire dans l'affaire pour éviter de répondre au fond. Et la lettre, comme je l'ai dit, c'est une lettre qui vise à sauver l'honneur de l'UPR, éviter le suicide collectif en 2022 et rien d'autre. Moi, les places, de toute façon, je vous les laisse. Et malheureusement, de ce que je vois, c'est que par ce refus et par cet entêtement, ça me fait vraiment mal au cœur, plus pour les adhérents. Il y a des gens, justement, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui donnent des fois 30 euros, 5 euros à l'UPR, et des militants qui donnent de leur temps pour coller des affiches. On en a un des meilleurs colleurs d'affiches de Paris, Mimoun Ziani, qui est au Bureau National, qui a donné des milliers d'heures pour l'UPR, et de l'insulter comme ça, et surtout de laisser croire que ça serait par ambition ou quête personnelle, je trouve ça absolument minable. Le seul élément, c'est que quand on a ces éléments-là, on sait très bien que l'UPR va avoir un suicide collectif en 2022, et le fait de réagir comme ça montre bien que la quête personnelle, elle n'est que d'un seul côté. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que toutes les personnes qui regardent cette vidéo se portent bien. Je tiens à m'excuser par avance pour la qualité médiocre de l'enregistrement qui est réalisé en plein confinement et avec les moyens du bord. Donc j'ai tenu à prendre la parole aujourd'hui pour m'expliquer sur mon soutien à l'initiative portée par le Bureau national de l'UPR de questionner le président. Je voudrais rappeler tout d'abord que nous sommes très nombreux à avoir rejoint l'UPR sur la conviction qu'il s'agissait d'un parti intègre, honnête et éthique, aussi bien dans ses analyses politiques que dans sa gestion financière et sa gestion globale du parti. Ce sont ces principes qui sont véhiculés et défendus par l'UPR et tous ses membres, qui sont même le ciment fédérateur qui a fait de l'UPR le premier parti de France à rassembler au-delà des clivages gauche-droite, mais plus voilà, en rassemblant, en fédérant autour de principes qui rendent à la politique ses lettres de noblesse, jusqu'à avoir réconcilié certains abstentionnistes avec la politique française. Ce sont ces principes qui ont été récemment mis à mal et qui ont conduit le Bureau national à chercher à questionner le président. Des questions absolument légitimes compte tenu de la situation, à savoir qu'il a été porté à la connaissance de nombreuses personnes, de nombreuses même personnalités du monde politique, médias, etc., des accusations graves à l'encontre du président, étayées par des correspondances avec 2 de ses salariés à quelques mois d'intervalle.
Le Bureau national comme les adhérents lambda sont tout à fait légitimes à demander pourquoi un parti politique qui survit grâce aux dons, aux cotisations de ses adhérents et qui souffre d'une absence de visibilité médiatique ne s'attache les services d'aucune personne qualifiée et expérimentée dans la communication ou même dans les relations médias. Et également pourquoi l'attaché de presse qui a donc été recruté en tant que salarié, donc avec une rémunération, a été embauché de manière unilatérale par le président et contre l'avis unanime de tous ses collaborateurs salariés. On ne peut pas se plaindre constamment de ne pas être invité dans les médias et ne fournir d'ailleurs aucun effort pour l'être, en s'attachant les services d'un jeune homme sans aucune qualification ni expérience dans le domaine des médias ou de la communication et arrivant de province, sans aucun carnet d'adresses ou réseau de médias et de presse. Les militants ainsi que le Bureau national sont en droit de savoir pourquoi, alors qu'il a été sommé à plusieurs reprises et par plusieurs collaborateurs et également par des militants de prendre ses distances avec ce salarié, le président de l'UPR a tout simplement préféré ignorer ses conseils, exposant l'UPR ainsi que ses représentants et ses adhérents, ses militants, etc. à ces accusations très graves. Des accusations qui interviennent alors même que la collecte des parrainages pour l'élection présidentielle de 2022 allait tout juste débuter, une collecte dont j'allais faire partie de l'équipe ainsi que de nombreux signataires qui l'ont été déjà à l'époque, donc en 2017. Nous sommes légitimes aujourd'hui à se demander comment poursuivre un tel combat avec une épée de Damoclès sur la tête. Donc aujourd'hui, il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons pris la décision de signer cette lettre, mais par obligation de nous désolidariser et de ne pas couvrir certains agissements qui s'avèrent répétés dans le temps. Il en va de même en ce qui concerne la communication mensongère sur le nombre d'adhérents. Le président de l'UPR a été sommé à plusieurs reprises de communiquer les vrais chiffres du nombre d'adhérents du parti, à savoir 15 000 à jour de cotisation et 26 000 statutaires, alors que le compteur affiche publiquement, ou en tout cas trompe publiquement les adhérents en affichant 39 000 adhérents. Nous nous désolidarisons également de la gestion financière du parti qui s'octroie parfois certaines largesses que nous avons découvert également à l'occasion de toutes ces révélations. Aujourd'hui, j'invite donc le président de l'UPR qui vous appelle à l'élire le 6 juin dans un consentement non éclairé, à vous communiquer dans la plus grande transparence les réponses à toutes ces questions non résolues et à vous expliquer pourquoi il a fait courir sciemment ces risques, aussi bien au parti qu'à toutes les personnes qui militent publiquement et dans la sphère privée. Aujourd'hui, en tant qu'adhérente, je veux savoir comment le président de l'UPR envisage-t-il que le parti puisse survivre avec de telles affaires sur le dos s'il se maintient à sa tête. Comment envisage-t-il de se lancer dans la campagne de 2022 ou dans la collecte des parrainages avec de telles accusations sur le dos? Comment envisage-t-il de poursuivre à la tête du parti avec la défiance de plus de 3/4 de ses responsables, de ses délégués départementaux et régionaux? Je terminerai cette vidéo en insistant sur le fait que chacun des signataires et des militants qui nous soutiennent ont lancé cette initiative et la soutiennent uniquement dans le but de sauver l'UPR. Sauver le programme politique qui est défendu depuis 13 ans et continuer le combat qui vise à sauver la France. Et loin de vous infliger, de nous infliger une révolution, c'est avant tout une évolution pour laquelle nous nous battons aujourd'hui pour l'UPR, afin tout simplement que nous mettions le parti en conformité avec les principes que nous défendons tous publiquement, familialement, amicalement depuis des années. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo et les témoignages également, la participation de mes collègues, vous comprendrez davantage notre initiative et que vous la soutiendrez. Je vous quitte en vous confirmant que je reste fidèle à mes engagements et à mes principes et que je ne suis toujours pas une asselinette. Je suis là pour défendre une cause et non une personne, quand bien même je lui suis reconnaissante pour tout son travail et pour tout ce qu'il a fait justement pour porter cette cause publiquement depuis 13 ans. Je vous remercie. Bonjour, je suis Vincent Brousseau. Nous sommes le vendredi 1er mai. Je tenais à vous dire que je suis bien signataire de la lettre et que je soutiens la démarche interne qui vise à sauver l'UPR et le Frexit. Je remercie les adhérents et les sympathisants qui ont écouté cette vidéo et les explications de Charles-Henri Gallois. Je me doute que ce n'est pas facile pour eux.
qui tombent des nues et qui ne comprennent pas ce qui a bien pu se passer et qui attendent des explications de fond sur la situation réelle à l'UPR. Concernant donc cette vidéo, nous demandons évidemment à ce qu'elle puisse être diffusée sur le site de l'UPR, sur UPR TV, car il n'y a aucune raison que François Asselineau s'approprie tous les moyens de communication de l'UPR. L'UPR n'est pas son jouet, l'UPR n'appartient pas à François Asselineau, l'UPR appartient à tous les Français qui veulent défendre notre pays, et l'UPR appartient à tous ceux qui la font au quotidien partout en France. Pour finir, je dirais que nous sommes déterminés à continuer notre action pour faire en sorte que notre pays récupère sa pleine et entière souveraineté et donc sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça, c'est le combat de tous les gens qui ont signé cette lettre, qui ont demandé des explications et qui lui ont suggéré de tirer les conséquences de la situation dans laquelle l'UPR se trouvait actuellement.